Auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième convocation du tribunal de l'actualité. Comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Bougma, bonjour. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, Juge Vaha, bonjour, Madame, Messieurs. Doyen des juges Vaha, bonjour à vous également. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, Juge Bougma, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette troisième convocation du tribunal de l'actualité, deux sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la situation nationale avec les velléités de déstabilisation, notamment les événements survenus hier nuit dans la capitale et dans plusieurs autres villes du pays. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la situation au Niger avec l'annonce finalement du retrait des forces françaises et de l'ambassadeur français en poste à Niamey. Voici pour les grandes lignes de cette audience du tribunal et je convoque à présent les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est l'information qui est officielle, confirmée par les services sanitaires, qu'il y a la maladie du chikungunya qui s'est déclarée au Burkina Faso, notamment à Pouitenga. Le premier cas a été effectivement enregistré. Donc la surveillance a permis rapidement de savoir que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc maintenant ils disent que c'est le vecteur porteur également c'est un moustique. C'est des moustiques, donc c'est comme la dengue, comme également le virus Zika. Donc c'est des moustiques qui piquent et ils disent que c'est principalement dans la journée. Ils pondent leurs œufs dans les eaux stagnantes. Les deux espèces piquent à l'extérieur. Bon, c'est des détails qui ont été donnés. Donc, quand on entend le nom, le chikungunya, c'est sûr que ce n'est pas un nom qui a été donné sous nos tropiques. On parle de la Tanzanie où la maladie a été découverte en 1952 pour la première fois. Et ça signifie celui qui marche courbé compte tenu des douleurs musculaires et des articulations, effectivement, qui ont des problèmes. Le ministère, en tout cas, promet de la communication pour expliquer aux uns aux autres. La bonne nouvelle, c'est que les cas sévères ou mortels de chikungunya sont rares. Ils disent que c'est rare et que c'est en général associé à l'existence d'autres pathologies. Donc c'est beaucoup l'existence d'autres pathologies qui peut créer des complications, sinon les cas sévères ou mortels sont rares. Donc c'est aussi la preuve aussi qu'on a un système de surveillance qui marche, parce que quand on lit le document, dès que le cas s'est signalé, les examens rapidement ont prouvé qu'il s'agit de la maladie, du virus chikungunya. Donc j'ai dit, on a un système de surveillance qui est vraiment opérationnel, même si pour les questions de traitement, ils disent qu'il n'y a pas de vaccin, donc, mais ça ne veut pas dire qu'une prise en charge n'est pas possible, ça c'est possible. Encore une fois, je pense aussi qu'il nous faut faire l'effort d'assainir les eaux stagnantes, notre environnement, et personne ne viendra faire ça pour nous. Si on attendra une mairie, on attendra un État, ça va prendre du temps. Mais chacun à son niveau, il y a un minimum à faire pour pouvoir assainir son cadre de vie. Il y a un minimum à faire pour pouvoir assainir son cadre de vie. Et ça commence par, comme le disait le docteur Amidou la dernière fois à notre émission, quand il était venu pour parler de la dengue, les pneus usagés, les flaques d'eau, les eaux sales usées. Donc franchement, le Burkinabé a suffisamment d'informations pour pouvoir assainir son cadre de vie. Le vrai problème, c'est qu'il attend que quelqu'un vienne faire ça pour lui. Et sinon, un minimum, chacun dans son environnement, il y a un minimum qu'il peut faire. Donc déjà du courage à toutes ces personnes qui portent ça, et surtout ici à ceux qui s'investissent dans la lutte contre ces maladies-là. Bonne journée. Alors, Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le sport, avec les supporters de l'EFO qui sont sortis, on va dire, donner leur cri de cœur, parce qu'ils ont une équipe qui a des difficultés à aller répondre à un rendez-vous. Je pense que c'est le 1er octobre, à Port-Harcourt au Nigeria, dans le cadre de la Coupe de la Confédération. On sait que le ministère a décidé de ne pas prendre en charge, de ne plus prendre en charge un certain nombre d'éléments pour ce qui est de ces équipes qui sont en campagne africaine, donc ils doivent jouer avec d'autres équipes
ailleurs. Le dernier match de l'EFO, je pense que c'était à Yamoussoukro. En tout cas, comme c'est chez le pays voisin, ils se sont débrouillés pour y aller en bus et ils ont eu quelques cotisations, c'est ce qu'ils ont dit, pour pouvoir régler les frais d'hôtel et tout. Et je pense qu'ils ont eu un match nul, hein, ça doit être 0-0. Il y a le match retour qui doit se jouer maintenant à Boakou. C'est dire qu'ils vont prendre le bus pour aller au Nigeria, pour cela, ça sera vraiment compliqué. Et même les conditions d'hébergement et tout, déjà que c'est des athlètes, il faut bien les nourrir de façon particulière. Ils ont estimé le tout en gros 33 millions et c'est difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas. Et quand on regarde, ils sont à un match de pouvoir être dans le, je pense, ils appellent ça de prendre le tour prochain en tout cas. Ce sont des équipes qui vont remplacer et qui vont représenter le Burkina à des compétitions qui sont pour moi africaines. Donc c'est le pays qu'on va aussi on va représenter. Ça aussi c'est des fiertés. Après on classe notre football. Il est la réalité que c'est vrai, ça ne va pas. On essaie de tirer un peu partout pour la guerre. Maintenant, il ne faudrait pas oublier aussi que le Burkina doit continuer de se vendre en tant que destination. Le Burkina doit continuer de montrer le visage de la résilience. Si pour toutes ces équipes-là, pour ce qui est de la campagne africaine, c'est fini, et que toutes nos équipes locales qui ont travaillé peut-être à pouvoir défendre leurs couleurs restent à la maison, je ne sais pas si on se rend compte aussi du message qu'on envoie. C'est pas forcément réluisant. Je pense qu'il y a une réflexion à mener. D'autant plus que quand vous prenez par exemple le voyage de Yamoussoukro, c'est quelques jours avant, peut-être 4 jours, et que le ministère a fait sortir sa note de désengagement. Ça peut se comprendre dans le contexte, mais est-ce qu'il ne fallait pas accompagner la chose? Dimanche dernier, au journal du dimanche soir, on est revenu sur les réformes qui ont été entrevues par le ministère, qui ne tiennent pas aussi compte de la réalité de nos structures sportives qui sont des associations. Qu'on veut faire mieux en entreprise sportive, c'est vrai, mais je crois aussi que ça ne se fait pas du but en blanc du jour au lendemain. Il y a des accompagnements qui se font et puis il y a un contexte aujourd'hui où on sait que les choses ne vont pas. Et pour l'État, c'est vrai, mais et pour les particuliers. Si les supporters font les efforts qu'ils peuvent et que malgré tout ça, c'est difficile, je pense qu'il faut tenter de sauver les meubles si c'est possible. Et le problème, c'est que le sponsoring, pour ce qui est de notre sport, on sait comment ça fonctionne. La plupart des équipes, même les acteurs culturels et autres, tout le monde va au même grenier, taper aux mêmes portes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire du sponsoring. Et donc, on est dans un écosystème qui est très difficile. Ça aussi, il faut l'accepter. Donc, il y a des réflexions à mener, il y a des efforts à faire. Et puis, ces équipes aussi, c'est vrai, elles ne vont pas continuer dans leur modèle habituel. Il faut qu'ils tirent la leçon et qu'ils commencent à se dire que le supporter, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir et inciter le joueur au stade. C'est celui aussi qui apporte son argent à travers des contributions. D'ailleurs, c'est des clubs associatifs. Donc, ça suscite la réflexion, mais je pense qu'il faut sauver déjà la situation maintenant et puis essayer de voir le reste après. C'était mon avant-propos. Pour ceux qui nous prennent en marche sur Watt FM, vous êtes bien à la 3e convocation du tribunal de l'actualité et nous démarrons avec le premier sujet, situation nationale. Que s'est-il passé dans la nuit de mardi à mercredi? Question mystère, car jusqu'ici, aucune information officielle n'a été donnée, mais toujours est-il que plusieurs Burkinabés ont pris d'assaut le centre-ville de la capitale de 20h jusqu'au petit matin à Ouagadougou, également dans d'autres villes du pays. Juge Baha, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans la soirée? Comment est-ce que vous avez vécu cette soirée-là? Quand vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous voulez me créer des problèmes. Il y a tout de même le juge. Oui, je l'ai dit pourquoi. Au fond, ce qui se susurre, c'est qu'il y aurait des problèmes au sein de nos forces armées s'entend. Les derniers médias qui ont dit ça, ils sont comment? Ils sont coupés. Vous me demandez qu'est-ce qui se passe. De dire quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, ce que j'ai vu, c'est que des gens ont appris qu'il y a des choses qui se passent. Et ces personnes-là sont toutes sorties pour dire non à quelque chose qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est pas ici, moi, je veux dire. Mais ce qu'on a pu constater, c'est comme on le voit en vidéo, en tout cas, les Burkinabés sont sortis nombreux pour, en tout cas, faire échec à ce qu'ils ont soupçonné. On a vu des activistes sur les réseaux sociaux appeler à sortir, mais c'est pour défendre la transition.
défendons la transition, défendons cette transition-là, parce qu'il y a des éléments qui sont en train de se tramer, il y a des choses qui sont en train de se tramer. Donc, sortez, comme disait l'autre, make noise, faites du bruit, voilà, montrez que vous êtes avec la transition, soutenez Ibrahim Traoré, soutenez ce gouvernement, soutenez cette transition, il faut qu'elle arrive à son terme. Ce n'est pas bon qu'aujourd'hui, une quelconque déstabilisation aille nous mettre encore en arrière. C'est un peu le message qu'on a vu un peu tout sur les réseaux sociaux. Mais dans le fond, il n'y a aucune communication. Et puis ça, pour moi, il ne faut pas s'y attendre maintenant. Parce que si c'est vrai, je ne pense pas que ce soit rassurant de venir nous donner des brides déjà comme ça. Et voilà. Et puis, si c'est vrai, c'est des éléments qui sûrement sont en train d'être arrondis en termes d'angle. Et ça veut dire que sûrement que sur certaines questions, ils ne sont pas forcément alignés. Et ça, c'est des débats peut-être qui vont mener en interne. Et ça, tant que ce n'est pas élagué, il ne faut pas penser qu'on viendra sur la place publique nous dire « Ah bon, voilà ceci, voilà cela ». On est tous à Ouaga. Quelquefois, vous entendez ce qui ressemble à des coups de feu, mais après, on vous dit que ce n'était pas des coups de feu. Maintenant, est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez toute la latitude moi, c'est vrai, on a été quelquefois mais pas quelquefois, j'ai été longtemps dans une zone de conflit. Donc, les bruits d'armes, c'est des choses qu'on connaît un peu. On a été, voilà, quand vous entendez, ah, ça c'est ça, ça c'est ça. Bon, je veux dire, c'est un peu. Mais et vous n'allez pas sur cet empirique-là venir vous asseoir sur un plateau aussi et puis dire que non, c'est ceci, c'est cela. Surtout quand on connaît le contexte. Donc, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, je ne sais pas. Alors, question également à vous, juge Bougma, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui aurait conduit les Burkinabés à prendre d'assaut le centre-ville, notamment à Ouagadougou et dans plusieurs autres? Maintenant, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Si on sait, ce qu'on sait, c'est qu'il a été dit qu'il y avait l'été de déstabilisation. C'est ça. C'est ça qui a fait sortir les gens, pas autre chose. On n'a pas dit que c'est pour recevoir un cadeau, c'est pour célébrer un champion qui vient d'arriver au Burkina, c'est pour un concert. Non, ça a été dit, c'est pour contrer une tentative de déstabilisation. Donc, ce qui a fait sortir les gens, c'est un message qui appelait de venir faire barrage, de venir faire échec à une tentative de déstabilisation. Bon, déstabilisation, c'est le mot lycée. Vers barrage un coup d'État, parce qu'il y a des comploteurs qui sont tapis dans l'homme qui veut faire un coup d'État, donc il faut sortir les barils là. C'est le message. Que le message soit en langue nationale, en français, en vocal, en vidéo ou bien par texte, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est ce même message là. Et c'est ça qui les a fait sortir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un test de mobilisation? Est-ce que ça, oui. Alors que quelques heures avant, un média avait dit que ça sent pas bon, on a dit que c'est pas vrai. On lui a dit de se taire. Donc, comme les gens sont sortis, ça veut dire que, quelque part, il devrait effectivement avoir une part de vérité. Maintenant, ça vient d'où? Ça, c'est également une autre question. Le média a dit que c'est dans des casernes. Ceux qui sont sortis ont dit que c'est des civils en connexion avec certains militaires. Donc, pas forcément un ensemble de casernes, peut-être pas forcément, mais des entités militaires et des entités civiles qui se sont coalisées pour pouvoir déstabiliser la transition, si vous voulez, pour pouvoir faire un coup d'État. C'est ce qui a été l'élément déclencheur de la mobilisation d'hier nuit à Ouaga et dans beaucoup d'autres villes du Burkina Faso. Maintenant, je ne sais pas c'est quelle autre précision vous voulez. J'ai dit la seule précision, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Sinon, le pourquoi, il est connu. Faire barrage à une déstabilisation éventuelle qui se tramerait dans l'ombre. Et voilà. Alors, juge Vaha, on sait que des rumeurs quand même non fondées faisaient état depuis quelques jours de velléité de coup d'État, de déstabilisation. Au-delà de ça, il y a à peine un mois, il y a eu un communiqué officiel où des noms même avaient été cités, qui avaient été arrêtés. Est-ce que toutes ces choses mises dans un plan n'ont pas contribué à ce que, vite fait, la ferveur populaire se laisse prendre dans cette velléité de déstabilisation-là? Non, il faut dire que depuis un certain temps, il y a en tout cas une communication sur des tentatives de déstabiliser la transition. Maintenant,
c'est d'abord venu aussi, quoi qu'on dise, du président lui-même, au détour d'interview. Je rappelle que le ministre de la Communication est venu nous faire un coup sémantique entre vérité, déstabilisation et tentative de coup d'État. On en était donc à cela en termes de communication. On nous a dit que c'est des personnes en réseau qui avaient tenté de faire certains éléments d'orchestration pour en arriver à comment dire ça, fragiliser la transition et puis permettre à d'autres personnes de rentrer dans la danse, peut-être pour un point final. C'est ce qui avait été dit. Et le président promettait même en son temps que dans les jours à venir, vous aurez la suite de ce qui était en train d'être dit. Et on a eu les procès sur le Moronaba. Il y a d'autres éléments qui disent que peut-être qu'on aurait des suites même sur les questions militaires ou des militaires impliqués. Il n'y a pas longtemps, on a eu aussi un autre communiqué qui nous a dit très clairement que des personnes ont été arrêtées et que celles-ci avaient reconnu le plan dans lequel elles étaient, parlant de ces personnes-là, et que c'était des militaires. Et il y aurait eu d'autres intelligences, et donc l'enquête se poursuit, donc il y a d'autres implications qui pourraient être révélées. Ça aussi, c'est un fait. Maintenant, il y a que Jeune Afrique, pour les citer, fait cas d'autre chose. C'est plutôt de grogne au sein même de notre armée, donc dans des casernes. Là, ce ne sont pas des personnes qui sont hors de la machine, qui tentent de renverser un régime, mais c'est plutôt que au sein de notre armée, on ne parle plus d'une même voix. Ça, c'est un peu plus différent. C'est un peu plus différent. Là, on ne parle pas forcément d'une, comment dire cela, de vérité de déstabilisation, mais on parle d'hommes qui ne sont plus unis, qui ne discutent plus, qui ne voient pas les choses de la même façon et qui contredisent le chef dans ses choix. Vous comprenez? Et là, c'est un problème qui est posé autrement. Mais on connaît comment dans nos États les choses fonctionnent. Ça commence comme ça et ça finit toujours par un chef qui est éjecté. Donc on comprend la mise au point de la communication gouvernementale que de dire il n'en est rien et de prévenir, parce qu'ils ont prévenu d'abord le média et puis après quand le média a fait l'acte 2 de son papier, bon, le couperet est tombé, ils ont été interdits. Maintenant, quand vous regardez ce qui s'est passé hier, en tout cas, les versions sont multiples. On parle à la fois de dynamique interne à l'armée, et puis d'autres aussi parlent d'intelligence qui mettrait en orchestration peut-être des civils ou quelques militaires, mais que ce n'est pas vraiment la machine interne militaire qui pose problème, ou bien le MPSR même, comme les gens pensent, qui pose problème. Parce que dans un communiqué officiel, on avait même parlé de chancellerie étrangère. Si. Mais quand vous regardez aussi, il y a eu des sorties. Le porte-parole du MPSR, qui était pour moi aussi dans un silence très fracassant, alors que beaucoup disaient mais le MPSR c'est quoi? On ne connaît pas le MPSR. Il a fait une sortie pour dire que non, on était tout à l'heure à la PEC ensemble, donc si les gens disent qu'on n'est pas unis ou bien qu'il y a des problèmes entre nous, il n'en est rien. Souvent, quand on s'explique trop, ça donne l'impression qu'on vient rassurer. Et quand on vient rassurer, moi je pense qu'on n'a pas besoin de communiquer sur ce qui est vrai. Et puis si les gens pensent que ça ne va pas en vous alors que ça va en vous, c'est leur problème. C'est leur problème. Donc tout ça a participé de poser beaucoup de questions. Ça, pour tous ceux qui sont observateurs de ce qui est en train de se passer, ça a suscité des questions et des questionnements. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est ce qu'on dit c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas que l'article l'article de Jeune Afrique. On a aujourd'hui des gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux, qui se sont fait la mission de descendre aussi cette tradition avec des révélations. Et là, le porte-parole du MPSR en parlait, bien orchestré, comme lui-même le disait, bien ficelé, et qui quelquefois ont des coups d'avance sur eux et donnent des éléments qui sont très lus aujourd'hui par nombre de Burkinabés et qui donnent des éléments qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas vérifier. Donc c'est dans cette atmosphère-là qu'on est. Maintenant, pour terminer, on est dans un contexte nouveau. Regardez tous les ronds-points de Ouagadougou et d'autres villes. Vous avez les drapeaux qu'on connaît et puis vous avez des gens qui font la veille. Mais ils font la veille pourquoi? Je pense que hier on a compris pourquoi. Ça veut dire qu'ils sont là, ils font la veille au cas où il y ait des tentatives quelconques. Parce que cette transition, il faut la mener à bien jusqu'à son terme.
On a l'impression que c'est ça. Parce qu'en un temps record, vous avez vu la mobilisation qui s'est faite et tout le monde a su et a vu un peu les points dont ils sont venus. Donc c'est un peu le constat que tout le monde a pu faire hier. Moi, c'est la lecture. Maintenant, penser qu'on va avoir le clair mot maintenant, je pense que ces questions-là sont trop sensibles pour qu'on ait tout sur la table aujourd'hui. Alors, juge Bougma, la communication en a un peu fait écho. Il y a eu ce communiqué qui annonçait des arrestations. Il y a eu ces velléités que l'on retrouvait peut-être sans fondement sur les réseaux sociaux. Finalement, est-ce que dans la communication, on n'a pas laissé de manière à ce que les individus, les citoyens se disent, si on parle de tentative de déstabilisation, c'est qu'il faut réellement sortir? Non, c'est pas ça absolument. Si c'est ça, on sortirait chaque jour au Burkina. Non. Parce que je pense que les choses sont allées graduellement. Juge Val l'a très bien rappelé. Le communiqué qui dit qu'il y a des étrangers qui sont entrés au Burkina et qui ont fait ci, après il y a eu les arrestations pour faire des coups d'État ou des gens ont rapidement. Ça, c'est les faits. Donc c'est allé graduellement. Jusqu'à ce qu'effectivement on parle de grogne dans les casernes. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que la hiérarchie militaire s'est rencontrée il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. La hiérarchie militaire s'est rencontrée pour se parler et ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est à l'issue d'une grogne? Ça, je ne sais pas. Mais elle s'est parlé, cette hiérarchie s'est parlé pour pouvoir pour parler cohésion dans les rangs. Voilà. Parce que, ça, moi, c'est ma conviction que je fais. À la lecture des événements, depuis un certain temps, j'ai dit il faut qu'on exerce deux esprits au Burkina. L'esprit de conspiration et l'esprit insurrectionnel. Ça y est en nous depuis 1966. Ce qui fait qu'on ne peut jamais garder quand un pouvoir même est stable, j'ai l'impression que ça nous démange. Et quand lui-même aussi est stable, il a l'impression que même si les gens font rien, il se dit qu'ils font quelque chose. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de la conspiration ou de l'insurrection que même quand il n'y a rien, celui qui est là n'est pas rassuré. Est-ce que c'est et même quand il y a même et quand aussi il n'y a pas de grain à moudre, ceux qui sont en face aussi veulent chercher du grain à moudre. Et ça, c'est rentré dans notre ADN. Maintenant, on va s'appuyer sur des faits qui sont vrais, sur des éléments qui sont vrais, pour pouvoir effectivement gonfler et en faire une autre chose. Et ça aussi, c'est vrai. Il y a des écueils de gouvernance qui sont moindres ailleurs. Mais ici, ça ne passera pas. Et ça va être un problème. Donc, on est dans un perpétuel recommencement. Peut-être que c'est la voie qu'on cherche. La meilleure voie possible. Donc, débarrasser de tout ce qui est impureté pour avancer. Je peux comprendre ça. Mais maintenant, dans le contexte actuel, s'il faut penser que notre armée, qui a goûté aux délices du pouvoir depuis des années, va aussi lâcher à un moment donné, ça va être très compliqué. Quand je dis lâcher, c'est à deux niveaux. Le premier lâcher, c'est que l'armée accepte quitter la scène politique. Le deuxième lâcher, c'est que s'il y a un pouvoir qui ne va pas faire son affaire, elle va tenter de le venir. Et on l'a vu. Personne ne savait qu'après l'insurrection, pour des gens qui sont venus pour faire un mandat, on aurait un coup d'État dans ça. C'est arrivé. Personne ne savait qu'après ça, les élections qui sont arrivées, monsieur qui a été élu n'allait pas pouvoir finir son mandat avec les hauts et les bas d'un mandat présidentiel. Quand Damiba est arrivé, les gens ont dit ça c'est la dernière chance. Le civil n'a pas pu. Allons ensemble derrière le militaire. Donc on a commencé, lui aussi il a commis des impairs. Bon, du fait des recadrages, on n'a pas pu. Finalement, c'est entre eux qui se sont réglés des comptes. Mais quand vous réglez des comptes pour monter, le lot de frustrés augmente. Ce qui fait que les ennemis d'hier se retrouvent. Donc, on est dans ce timbogrio. Aujourd'hui, je vois des gens qui se parlent, qui font des choses ensemble. Et quand vous regardez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pas parce que la nature humaine ne veut pas qu'ils se parlent. Ça n'a pas de sens parce qu'ils sont porteurs d'un projet et qui après vont se diviser encore sur ce même projet. C'est ça que j'ai dit, ça n'a pas de sens. C'est comme les alliances en Côte d'Ivoire. Alassane Gbagbo, Gbagbo Bédié, Alassane Bédié, le regretté Bédié. Donc finalement, en fonction au gré de la situation, ils se parlent et tout. Donc nous, dans notre contexte, nous, on parle avec autre chose. Ce qui fait la différence avec les autres pays, c'est beaucoup plus des armes et la rue. Donc l'esprit insurrectionnel et conspirationniste, il est très fort ici. Mais maintenant ici, il faut quand même que notre gouvernement bouge dans sa communication.
pour rassurer l'opinion, pour dire réellement ce qu'il en est. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ce qui se passe, il y a un lien avec les trois, je crois, oui, les trois qui avaient été arrêtés et qui, selon le communiqué du procureur, dit qu'ils ont immédiatement reconnu leur projet. Est-ce qu'il y a un lien avec ces trois-là? Ou bien c'est une autre entité? Souvenez-nous que quand Damiba venait, on nous a dit qu'il y avait plusieurs factions qui voulaient taper. Parmi ces factions, il y avait l'aile conduite par Zongrana, qui avait été mise aux arrêts sous le président Kaboré. Et puis, et que ça c'était de la diversion, ou bien les gens ont profité parce que pour lui ça fuitait. Donc sinon il y avait d'autres clans qui se formaient. Donc les Damiba et ses frères d'armes ont dévancé, on ne sait pas. Tout porte à croire qu'on est également dans ce même remake où après la tempête, quand vient le temps de l'accalmie, les gens se réorganisent pour dire bon, nous aussi on n'a qu'à aller chercher notre part. Chacun avec son couteau et sa besace en main pour aller chercher sa part puis rentrer chez lui. Donc, à ce rythme qui va construire, sur quoi est-ce que nous allons bâtir? Mais j'ai dit, on a un gouvernement qui doit nous rassurer sur le point de la communication. Parce que hier, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent se poser. Est-ce que c'est un test grandeur nature en cas de déstabilisation? Est-ce que c'est réellement une affaire de déstabilisation qui se prépare? Est-ce que c'était imminent ou est-ce que ce n'était pas imminent? Ou alors, est-ce que ceci, c'est pour cela? Est-ce que pour tous ces acteurs, est-ce que la situation qui nous unit, le contexte sécuritaire, ne devrait pas plus rassembler que de diviser? Non, nous, on a pris la sécurité, le problème sécuritaire pour faire deux choses. On l'a politisé suffisamment. Et on se divise là-dessus. On se divise sur la méthode de lutte. Sur la méthode de lutte, il y a deux méthodes qui s'entrechoquent. Celle qui dit négociation et celle qui dit frappe. Et les deux ne s'entendent même pas, ne s'écoutent pas, voilà. Ou quand ils s'écoutent, c'est pour réagir, c'est même pas pour comprendre. Tu dis de négocier. Pourquoi est-ce que tu dis de négocier? Tu dis qu'il faut qu'on tape. Jusqu'à quelle année on frappe jusqu'à quel niveau? Estimer qu'on a inversé le rapport de force et on peut engager maintenant des discussions. L'autre, elle, c'est qu'on l'a politisé. On l'a politisé en faisant un sujet politique pour dire un tel incapable de donner une réponse à la hauteur des enjeux, il faut qu'il parte pour qu'une nouvelle donne politique ou idéologique vienne. Parce que, donc, compte tenu du fait que nous sommes divisés sur la méthode et on l'a politisé outrancièrement, naturellement, on ne peut plus s'écouter. J'ai dit bien écouter pour comprendre. On ne s'écoute plus pour se comprendre. On s'écoute pour réagir. Et il y a un champ lexical. Donc un champ sémantique. Dès que vous employez ces mots, vous dites ah oui, c'est celui qui l'a dit tel camp. Ah non, s'il dit ça, c'est qu'il a dit tel camp. À partir du moment où le camp a été formellement identifié, à tort ou à raison, où vous êtes étiqueté par rapport à un camp ou à un autre, c'est fini. Personne, les autres ne vous écoutent plus. Quand ils vous entendent parler, ils peuvent même pas s'arrêter d'écouter. Parce que pour eux, non, c'est plus la peine. Dès qu'il a dit ça, là, moi je l'ai classé. Il a classé. C'est fini, lui il a classé. Et c'est comme si il n'y a plus de retour possible. Mais quels sont ces citoyens qui pensent que quelqu'un, parce qu'il a commis une erreur, n'est plus capable de se repentir? Et c'est ça le Burkina. Vous donnez une opportunité de vous repentir au Burkina, vous vous levez matin bonheur. Vous vous levez très tôt. Ailleurs, des gens ont commis des impairs, sont revenus, mais ici, il faut vous lever très tôt. Alors qu'on dit que c'est un pays de tolérance. On donne pardon facilement, on demande pardon. Soit on est hypocrite, soit bon, je ne comprends pas en tout cas. La question se pose, c'est le pays des hommes intègres. Oui, la question se pose, mais la question se pose. Nous sommes beaucoup plus durs sur certaines choses par rapport aux autres pays. Chaque pays a sa spécificité. Maintenant, la réalité, j'ai dit bien, il y a qu'on se parle. Il faut qu'on s'écoute pour se comprendre.
Mais si nous allons nous écouter à tout moment pour réagir, nous écouter pour réagir, nous n'allons pas nous tirer d'affaire. Alors que nous sommes dans ce contexte-là. Et le dialogue comme élément fondamental. Juge Va, tout à l'heure le juge vous m'a un peu fait le gros calcul, on essaie d'apercevoir un peu, mais quand on regarde, on est aujourd'hui dans les sillons de la célébration d'une année de transition. À en croire les résultats du chef du gouvernement, 65% du territoire avait été récupéré, des résultats perceptibles sur la télévision nationale, on voit les actions offensives. Est-ce que le Burkina Faso a aujourd'hui besoin d'un autre coup d'État finalement? Parce que la question se pose. C'est pas le Burkina, aucun pays n'a besoin de coup d'État. Non, c'est pas des éléments qui font avancer ou qui construisent. Maintenant aussi, il y a des contextes quelquefois qui vous mettent aussi dans un genre de posture tel que il n'y a rien d'autre que l'électrochoc pour permettre le changement. Je me permets de me rappeler de la Guinée, je me permets de me rappeler de la Guinée avec Condé, et je me permets de me rappeler du Gabon avec Ali Bongo. C'est-à-dire que sans électrochoc, ça allait être vraiment difficile qu'il y ait un genre de changement. Maintenant, ceux qui viennent doivent aussi assumer quelque chose. Ils ne sont pas la solution. Ils viennent apporter leur pierre à l'édifice pour remettre la machine dans un ordre normal. Parce que les transitions n'ont pas vocation à rester ad vitam aeternam ou à s'étendre. Non, elles travaillent à soigner les plaies et à remettre de bonnes bases pour ne pas qu'on revienne à encore des coups d'État. Je crois que c'est ça. Maintenant, pour nous, nos contextes, ce qui a fait très souvent que les présidents là sont tombés, Roch Kaboré, Ibeka, c'est l'insatisfaction des populations relativement à la réponse sur les questions sécuritaires. Ça, c'est un fait. Et pendant qu'il y a cette insatisfaction, il y avait des problèmes de gouvernance qui étaient criards. Ça aussi, ce sont des faits. Maintenant, c'est pour ça que les coups d'État qui sont arrivés ont été acceptés, applaudis même. Mais le problème du militaire, c'est qu'il doit gérer et l'aspect militaire sécuritaire pur et dur, mais les aspects politiques. Vous savez, quand on glisse sur le terrain politique, c'est le moment aussi des clivages, de postures et autres. Est-ce que sur la question sécuritaire, pendant longtemps, vous avez vu un débat sur les choix du capitaine Ibrahim Traoré, avec les birs qu'il a créés et tout? Vous ne voyez pas des gens dire non, ça il ne devrait pas le faire, ça il ne devrait pas le faire, parce qu'il est dans son élément, il est fait en toute connaissance de cause et en toute connaissance du terrain. Maintenant, il y a d'autres aspects. Aujourd'hui, on est sur le terrain d'une nouvelle constitution, on est sur le terrain de réforme, même pour les questions électorales, on est sur beaucoup d'autres terrains. Mais est-ce que la discussion est ouverte? Comment la discussion va-t-elle s'ouvrir dans un contexte où les partis politiques ne peuvent se réunir? C'est la question que je pose. Comment la discussion? Est-ce que la discussion est ouverte? Donc là, ça exacerbe les clivages. Ça, c'est une réalité. Et je comprends aussi que quand vous êtes au pouvoir, ces clivages, vous les sentez. Et puis, cette ébullition, même si en haut c'est calme, vous sentez que ça boue à l'intérieur. Vous avez vu, lorsque les partis politiques ont été invités à se prononcer sur certaines questions, ils ont dit, mais on ne peut même pas se réunir. Donc, on ne va pas s'arrêter, nous, en tant que président, vous donner des avis. On dépend d'une masse. On dépend de membres avec lesquels on doit avoir des rencontres. Est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des évolutions là-dessus? Non. Donc, je vais dire, ce qui donne l'impression aussi de clivage aujourd'hui, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas vraiment ouvert le dialogue. Ça, il faut qu'on se le tienne pour dire. Et même sur les expressions de certaines libertés, on peut encore revenir sur certains débats. C'est ça. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question sécuritaire. Il y a d'autres questions sur lesquelles il faut beaucoup plus ouvrir pour fermer certains fronts. Je pense que ça aussi, pour moi, c'est important. Maintenant, bon, ça, c'est pas forcément le débat, puisque là, on est en train de parler de velléité, de déstabilisation. Et vous comprenez que très souvent, on évite le thème coup d'État. C'est normal, hein, parce que quand vous prenez le poids sémantique des choses, vous allez comprendre. Quand on parle de velléité de déstabilisation, on ramène la dynamique à une institution à laquelle on nuit et à un État même. Quand on dit coup d'État, c'est la personne et la façon de gérer de quelqu'un qui est interrogé et pour lesquels il y a des gens en intelligence qui viennent faire face.
Donc ça ne pose plus le problème de l'état de l'institution, mais plutôt de la gouvernance de quelqu'un, ou bien on personnifie le débat. C'est pour ça qu'on ne parle pas de tentative de coup d'État, plus, même quand on communique, on dit velléité de déstabilisation, parce que c'est plus des ennemis de la nation. Maintenant, alors que dans ça, il faut aller chercher. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que on est déjà assez fragile. Avons-nous besoin d'être davantage fragilisés? Je ne pense pas. Mais ça amène la réflexion qu'il faut une gestion beaucoup plus participative sur des questions qui ne sont pas que sécurité, parce qu'on est en train maintenant d'aborder d'autres questions qui sont beaucoup plus larges, qui touchent des secteurs de compétences, qui touchent des acteurs qui, eux aussi, doivent avoir leur mot sur ces questions-là. Juge Bougma, de l'insurrection populaire de 2014 à maintenant, une arme redoutable a tout de même été créée, qui constitue aujourd'hui un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, ce n'est pas une arme redoutable qui a été créée. Je ne vois pas les réseaux sociaux comme une arme, c'est nous qui en avons fait une arme. Il y en a qui vendent là-dessus. Au Burkina, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais appelé à une déstabilisation, qui n'ont jamais qui n'ont jamais parlé politique. Ils vendent avec. Ils font du chiffre avec. Ils font de l'argent avec. Ils s'en prennent à personne, ils n'insultent. Quand ils se lèvent le matin, ça ne l'intéresse même pas de savoir qui veut faire quoi. Ce qui l'intéresse, c'est il y a combien de clients en ligne. Donc il a la plateforme pour son business personnel. Et c'est les plus nombreux. C'est les plus nombreux et les moins bruyants. Maintenant, l'impact des questions politiques, des questions sécuritaires est tel que une seule publication dans ce domaine la draine. Est-ce que sans les réseaux sociaux, nous sommes dans une situation... Est-ce que ce qui s'est passé hier aurait pu se produire sans ces réseaux sociaux-là? J'arrive. Nous sommes dans une dictature de la minorité parlant des questions politiques et sécuritaires pour ceux qui sont sur Facebook. Ce n'est pas les plus nombreux qui parlent des questions sécuritaires et politiques. C'est les moins nombreux d'ailleurs. Mais ils font suffisamment de bruit, comme les tonneaux vides, à telle enseigne qu'il y a plus d'impact. Ça brasse plus de gens que les autres. Maintenant, et on les entend plus. Mais si vous regardez, il y en a qui sont dans d'autres secteurs également qui drainent de la masse. Mais ici, l'impact est sur la nation. Parce que ça fait sortir des gens. Mais j'ai dit, c'est une minorité. C'est une dictature d'une minorité. Pour ceux qui se sont intéressés à l'actualité des réseaux sociaux au Burkina, au profil des utilisateurs, de l'utilisation qu'ils en font. Parce qu'il y en a qui ont plusieurs pages et plusieurs comptes à lui seul. Plusieurs profils à lui seul, ce qu'on appelle les fameux faux profils. Donc vous avez quelqu'un qui a à lui seul 10 ou 8. Imaginez. Donc ça, il y a du réalisme à avoir. Maintenant, est-ce que sans les réseaux sociaux, la mobilisation qu'on a eue hier, on l'aura? C'est possible. Quand les Blé Goudé, les patriotes en Côte d'Ivoire ont sonné la mobilisation pour barrer la route, à un moment donné de troubles en Côte d'Ivoire, et ils ont réussi la mobilisation en un temps record, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est par les médias classiques. Donc même par les médias classiques, une mobilisation de rue est possible. Ça dépend de qui porte le message et de la solidité de sa base. Il y a eu des appels sur les réseaux sociaux, personne n'est sorti. La même place de la nation là. Il y a eu des appels, il n'y a personne qui est sorti. C'est resté vide. On a vu des gens qui ont organisé leur manifestation avec les autres, qui ont fait un tapage sur les réseaux sociaux. Personne n'est sorti aussi. Donc, est-ce qu'on l'aura à ce niveau? Ce n'est pas évident. Parce que la rapidité de la mobilisation, les réseaux sociaux ont vraiment aidé. Maintenant, est-ce qu'il faut l'appeler arme? Non. Il y en a qui en ont fait une arme. Il y en a qui ont fait un moyen de subsistance. Il y en a qui en ont fait. Il y en a qui en ont fait un canal de mobilisation. Il ne dira pas que c'est une arme, il dira que c'est un canal de mobilisation. Ça dépend de l'usage que la personne en fait. Nous tenons sur le téléphone portable. Il y en a qui escroquent les gens à travers le téléphone portable. Il y en a qui font du business avec le téléphone portable. Il y en a qui ne font que se connecter, faire des images, publier parce qu'ils sont très contents. Ils publient des statuts, ils font rien d'autre. Quand ils mettent les mégas, c'est pour regarder les statuts des gens, chercher les statuts, filmer son micromètre, et puis il est content. Mais il y en a qui l'utilisent pour insulter les gens, pour se créer des problèmes et se retrouver même au tribunal. En train de répondre de ces faits et gestes sur le téléphone portable et sur les réseaux sociaux. Donc l'usage
ça dépend de ce qu'on veut en faire. Il y a des pays qui s'en sortent. Comment on peut assainir ce milieu-là aujourd'hui? Non, ces pays ont régulé, ils ont régulé ça. Ils ont régulé. La Côte d'Ivoire, tout récemment, a bien régulé le secteur, a donné des identités aux utilisateurs, blogueurs. Il y a déjà les identités qui existent, mais ils ont ajouté du contenu. Qui est blogueur? C'est qui on peut appeler activiste? C'est qui on peut appeler influenceur? Tout a été donné. Et à partir d'un certain nombre de followers, comme le disent, des personnes sur votre page, vous êtes régulé comme un média. Et vous répondez comme un média. Et vous êtes co-responsable des commentaires de ceux qui vous suivent. Si vous avez laissé insulter quelqu'un et puis c'est sorti et que vous n'avez pas effacé ça, vous êtes co-responsable. Ce n'est pas une affaire de moi, j'ai mis ma publication et venu insulter. Hey, mon ami, c'est vous assumez. Si on diffame quelqu'un à travers votre publication, vous êtes co-responsable. Ça, c'est une régulation. Dans les pays de l'Afrique du Nord, c'est la même chose. C'est bien régulé. À partir d'un certain nombre de followers, on vous oblige à respecter un certain nombre de choses. Ça, c'est ce que j'appelle la régulation. Deuxième chose, là-bas, les magistrats ont aussi les moyens de s'assumer et d'assumer, et comme on appelle ça, et de faire assumer les indélicats devant la justice. Ça a eu l'effet de dissuader des gens. Vous diffamez quelqu'un, le procureur d'ailleurs s'auto-saisit de ça. Ici, les cas d'auto-saisie, des diffamations, même vis-à-vis et d'outrage vis-à-vis des personnalités publiques, citez-moi. Le chef de l'État d'ailleurs l'avait rappelé que lui on l'insulte à longueur de journée, aucun magistrat s'en est auto-saisi. Le procureur a le pouvoir qui lui est conféré de pouvoir s'en auto-saisir. Il y a des moments où le président du Conseil supérieur de la communication l'a dit sur notre plateau. Il y a des moments où ils ont pris sur eux la responsabilité de saisir la justice même pour connaître de certains cas, parce que le CSC a été saisi, mais le CSC n'est pas capable, n'a pas le pouvoir de le faire. Et le CSC a pris sur lui la responsabilité de saisir le procureur pour dire ça relève de vous, et puis pour passer à autre chose. Donc on a une justice également à qui on doit donner les moyens financiers pour qu'elle puisse faire naturellement son travail. J'ai dit ça aura l'effet de dissuader les indélicats. Mais là où je vais terminer, le Burkinabé est très paradoxal. Le même diffamateur, le même influenceur qui diffame quelqu'un, quand c'est avéré, et qu'on l'attrape en justice, on dit que c'est une machination politique. Surtout quand c'est un personnage politique qui est indexé. Non, c'est des fins, il faut laisser le petit, il n'a fait que dire ce qu'il pense. Il n'a pas dit ce qu'il pense, il a insulté quelqu'un, il a diffamé quelqu'un. Diffamer quelqu'un et insulter quelqu'un, ça n'a rien à voir avec ce que je pense. Donc, comme c'est un pays également qui est paradoxal, les magistrats ont même parfois peur d'épingler certains influenceurs parce qu'ils ne savent pas quel va être le retour du bâton. Mais dans un pays où quelqu'un a peur d'exercer ses responsabilités, vous posez des questions, il y a un problème quand même, parce que vous ne devrez pas avoir peur d'exercer votre responsabilité que la loi vous permet de faire. Mais si vous avez peur même de le faire, il faut que nous puissions courageusement nous revoir. Et on va terminer avec le sujet avec vous, juge Va. Finalement, les réseaux sociaux ont été indubitablement un facteur déterminant pour la mobilisation d'hier nuit. Comment est-ce qu'on régule ce niveau-là selon vous? Bon, je pense que le ministre de la Communication, lorsqu'il est passé devant la représentation nationale, avait jeté des brides. C'est-à-dire que, arrivé à un certain nombre de followers que vous avez, vous pourriez être considéré comme un média, comme ça se fait dans certains pays, et puis être astreint aux mêmes réalités. Mais la vérité, c'est que il est des activistes qui sont bien connus, qui polarisent, qui sont très clivants pour certains, et qui sont très suivis, et qui impactent fortement ce qui est en train de se passer, qui sont aussi des outils utilisés par certaines parties en conflit. Et ça, c'est la réalité sous nos yeux. Mais bon, on regarde, rien n'est forcément fait. Et bon, tant que ça arrange, on s'en accommode. Maintenant, quand ça dérange, ça devient un problème. N'oubliez pas aussi qu'en son temps, même sous Roch Kaboré, on nous a coupé Internet. Mais parce que ça va commencer à devenir chaud. On a demandé qui a demandé, le politique dit que c'est le politique. Après nous a soufflé que c'est pas eux, c'est beaucoup plus du côté des militaires qu'il faut aller regarder parce que ça commençait à avoir un impact sur leur stratégie et tout. Mais ça a souvent dérangé, L'utilisation d'Internet, c'est pas seulement chez nous. Lorsqu'on est dans des moments de tension, c'est là-bas que vous avez le thermomètre qui est vraiment à son plus haut degré. Mais le problème, c'est que c'est juste une
minorité. Vous regardez, on est en gros un peu plus du 10e de la population qui se connecte au moins une fois. C'est souvent les statistiques de International Live Stat. Maintenant, quand vous regardez les plus actifs et tout, et puis quand vous regardez le taux de personnes alphabétisées, vous comprenez qu'on est un peu plus restreint. Maintenant, avec les vidéos, les audios qu'on peut se faire, ça permet de ratisser encore plus large. On n'a pas besoin de savoir lire, partager, ça suffit. On a la vidéo, on a l'audio, on comprend le message et puis on est dans la danse. Mais c'est ça, c'est des outils aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ça donne l'impression que vous avez une masse qui pense comme ça, mais alors que le paysan qui est très loin là-bas, lui, sa réalité, elle est tout autre. Il en a cure de ce que vous êtes en train de faire comme débat. Et nous passons au dernier sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Le président français Emmanuel Macron a finalement annoncé le retrait des forces françaises du Niger ainsi que le départ de son ambassadeur en poste à Niamey. Juge Bahar, finalement, c'est un rétropédalage auquel on a assisté. Non, c'est pas un rétropédalage. C'est pas un rétropédalage. En train de dire qu'on ne reconnaît pas les autorités en place et finalement dire également qu'on maintient son ambassadeur. Non, c'est pas un rétropédalage. Je ne pense pas. C'est pas un rétropédalage. C'est un échec. Il a tenté un bras de fer, il a perdu. Il ne se retire pas. C'est pas une décision. J'ai aimé ce que Marine Le Pen a dit. C'est l'échec de la diplomatie de Macron. Ils ont été humiliés. On n'accepte pas d'être humilié. On constate qu'on a été humilié. Il n'a pas dit je ne pars plus, je ne vais pas. Et bon, ok, je vais partir. Non, il y a été contraint. Il ne s'est pas rébiffé. Ça lui a été imposé. Ça, c'est l'échec. Donc, ce n'est pas un rétropédalage. Il n'avait même plus le guidon ni les pédales. On les lui a enlevés. Et il a dû constater et partir. Et Marine Le Pen dit quelque chose qui est intéressant, qu'il a commis 2 erreurs. Et ça, c'est une vérité. D'abord, d'avoir pensé que le nouveau régime nigérien n'était pas si fort que ça. Et deuxièmement, que la CEDEAO allait très vite mettre en branle l'intervention militaire pour établir Bazoum. Et ça a été ces deux erreurs. Donc, l'un dans l'autre, il n'a pas une bonne lecture de la situation. Quand vous regardez, la politique africaine de Macron en matière de diplomatie n'a jamais été bonne. Regardez depuis le Mali comment ils sont partis. Ils ont bombé le torse et ils ont donné des dates de départ. Les Maliens ne leur ont jamais dit partez. Quand ils ont donné une date de départ, le Malien a dit ok, comme vous allez partir et nous laisser en plein vol, nous on va construire notre alternative, mais partez en même temps. C'est ça la réalité. Et là, ils ont été coincés. La pression est partie jusqu'à ce que... Et puis regardez, vous avez des diplomates comme les Le Drian qui ont des intérêts financiers monstres, notamment depuis Ibeka, qui se les vont enlever. Vous pensez qu'ils auront de la lucidité dans leur rapport avec le nouveau régime? Parce que lorsqu'ils les regardent, ils y voient ceux qui leur ont enlevé leurs affaires avec, c'est comme ils appelaient ça, ouverture ou bien quoi là, ça avait un nom, l'entreprise qui avait été créée en Bretagne, d'où vient justement Le Drian. On sait que c'est proche, c'est pour sa famille. Il avait le marché qu'ils ont enlevé aux Canadiens sur la confection des comment on appelle cela, des passeports. Ça lui a fait très mal. Et je pense que c'est l'entreprise américaine qui est devenue Idemia qui est encore en problème avec le Mali pour prendre en otage ce qu'ils appellent le recensement administratif pour les données à abus civils là, RAVEC ou quoi. C'est encore eux. Ils disent non, les Maliens leur doivent 5,2 milliards, mais 5,4, donc on bloque les données. Et ça impacte encore la présidentielle. Donc je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui gère votre diplomatie, qui est en même temps dans ce type d'intérêt-là, il n'a pas la lucidité. Et regardez comment il insultait les nouvelles autorités maliennes. Ça ne pouvait pas passer, ce n'était pas de nature à rasséréner. La personne qui est venue remplacer la dame, j'oublie son nom, ça a été pareil. On ne peut pas être chez quelqu'un, l'insulter matin, midi et soir, et puis vous pensez que vous allez rester. Sur le cas nigérien, ils ont eu encore la même attitude. Désinvolte à l'endroit... Parce que les autres diplomaties, qu'est-ce qu'elles ont fait? Regardez même les États-Unis. Il y avait un problème, plus d'1 an, il n'avait pas de diplomate là-bas. La dame, elle avait déjà été désignée, mais les éléments concrets qui devaient permettre de boucler la chose pour qu'elle puisse venir ne suffisaient pas. Quand ils ont vu le coup d'État, ils ont accéléré les choses et ils lui ont amené. Et ils ont dit c'est pour faciliter le retour à un ordre normal. Ils n'ont pas dit le retour de Bazoum. Donc, il y a des diplomaties qui sont plus intelligentes. Et celle française,
surtout celle de Macron, elle a procédé d'erreur en erreur. Et c'est pour ça, quand on parle souvent d'un certain paternalisme, ça a vérité, puisque en fait le regard est biaisé parce que vous êtes dans une condescendance dont vous-même n'avez pas conscience. Parce que c'est dans votre nature de penser que, vous êtes mieux qu'eux, bon, écoute, ça c'est notre carré, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il en soit, nous, on maintient notre domination dessus. Mais ils n'ont pas applaudi, ils n'ont pas, comment dire ça, c'est comme on dit en matière d'ordinateur, ils n'ont pas fait de mise à jour. La France, dans sa diplomatie, n'a pas fait de mise à jour. Mais quand c'est comme ça, la machine vous dit que vos trucs là sont obsolètes. Et donc ils se retrouvent avec une diplomatie qui bug dans un système qui a changé, dont ils n'ont pas encore compris les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que c'est en train de donner. Ils sont partis humiliés du Mali, ils sont partis humiliés du Burkina, ils sont partis humiliés du Niger. Et pour moi, ça c'est une politique de Macron, j'ai dit la dernière fois, c'est zéro pointé. Mais si on pouvait faire moins, on allait faire moins. Chassé du Mali, du Burkina, en train de partir du Niger, finalement, quel est l'avenir de la France au niveau du Sahel? Non, la vérité c'est qu'on a un président Emmanuel Macron qui a vraiment facilité la tâche aux pays africains, en tout cas certains pays africains. Même dans l'éveil de conscience, il a fait fort en quelques années. Parce que compte tenu de... Parce que moi, la question que je me pose, c'est dans quel moule diplomatique, dans quel, sa politique étrangère, là, il a moulé dans quoi? Parce que je ne sais pas. Ça ne se comprend pas. Parce que les autres pays ne vont pas regarder aussi, les autres pays européens, parce que dans les pays sahéliens en général, les autres pays européens qui regardent sont en train de se dire, mais ces gens-là vont nous mélanger aux Français. Cette diplomatie marche tout de même dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Mais elle a pris un coup quand même au Sénégal. Vous pensez que le nouveau président sénégalais va traiter de la même façon avec la France dans ces conditions-là? Avec une jeunesse chauffée à blanc. Ce n'est que des choses retardées. Même la Côte d'Ivoire, c'est des choses retardées. C'est pour jusqu'à quand que ça va continuer? C'est parce que les princes du moment, ils sont pour beaucoup. Pour quelqu'un qui a des idées d'affranchissement, même s'il n'est pas militaire, et qui arrive, et qui veut être traité d'une autre façon, même dans ces pays dont vous parlez, ça va changer. Regardez le Bénin. À l'arrivée des talons, comment les choses ont viré. Il y a combien d'entreprises françaises qui ont été renvoyées chez elles? Et il a résilié plein de contrats. Ça, dont le plus emblématique, c'était Bolloré. Donc ça, c'est des signaux. Mais ce n'est pas un militaire qui a fait un coup d'État qui dit « je ne vous veux pas ». C'est un civil qui est passé par des élections. Donc même là, c'est possible. Après des élections, c'est possible. Ça dépend de ce que le pays veut. Mais maintenant, effectivement, on a une France actuelle qui a très mal à sa diplomatie. Et ça, c'est des erreurs que Macron s'est fait payer cash, parce que vous ne pouvez pas violer la convention de Vienne devant les autres pays européens, et puis ils vont regarder. Même s'ils vont vous dire ça en sourdine, ils vont vous dire « monsieur, nous sommes mal à l'aise avec ». Et d'ailleurs, il y a la semaine dernière, le premier ministre du Niger a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger. Vous pensez qu'ils se sont dit quoi? Ils vont pas. Ces pays-là aussi ont des intérêts. Ce n'est pas que la France, c'est pas la France elle seule qui a des intérêts. Et si la France perd du terrain, il y a des pays occidentaux qui vont gagner du terrain, mais qui vont s'appuyer sur les erreurs de la France pour dire nous voilà comment nous voulons qu'on travaille ensemble. Et qui vont gagner mieux. Donc je pense qu'il y a ce jeu-là également que Macron n'a pas pu également intégrer. Mais comment on peut perdre des pays en un temps record, se faire humilier, sortir par la fenêtre? Non, on n'est pas d'accord. Nous parlons qu'à Bazoum. La seule personne qui peut nous dire de quitter le Mali, c'est Bazoum. Et le Niger, c'est Bazoum. Aujourd'hui, c'est Bazoum qui vous a dit de quitter. Non, ce n'est pas un rétropédalage, comme Geoffroy l'a dit, c'est un échec cuisant. Le président français a dit qu'il s'est entretenu avec Mohamed Bazoum avant cette décision. Quelle décision? C'est à savoir même si c'est vrai. Et c'est Bazoum qui lui a dit qu'il peut partir. Mais actuellement, mais écoutez, président, les mêmes Nigériens là ont écrit, ils ont dit. Comme vous voulez que l'ambassadeur parte, il faut qu'on se parle, il faut écrire. C'est pas par voie de presse qu'on va gérer ça. Donc, Macron va écrire à Bazoum pour que Bazoum donne l'autorisation à l'ambassadeur de quitter le territoire du Niger, puisque maintenant il est déclaré persona non grata et il a été désactivé sur le plan diplomatique. Il est devenu un simple citoyen. Et s'il sort sans minimum de garantie, il va être coffré. Donc c'est Bazoum qui va le libérer. Il faut être réaliste. C'est pourquoi j'ai dit, je ne comprends pas cette attitude
teintée de comment on appelle ça, d'arrogance et de suffisance de Macron. Excusez-moi les thèmes, je pèse mes mots. Mais il y a un problème qu'il doit régler. Il a un problème de complexe qu'il doit régler. Nous sommes en fin d'émission, mais visiblement, le juge va avoir besoin de 10 secondes pour une réaction rapide. Non, quand il dit que il a discuté avec Bazoum, ça me fait rire. Vous discutez avec Bazoum, c'est avec quel téléphone? Qui prend pour lui donner? C'est pas les mêmes du régime là. Donc, si c'est Bazoum qui a dit, écoute, tu peux retirer ton nom, mais non, c'est fini. C'est fini. Il faut accepter que c'est vraiment un gros échec. Maintenant, tout à l'heure, vous parliez de certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et parce que n'oublions pas, le problème, par exemple là-bas, on n'est pas dans les mêmes réalités, mais c'est des gens aussi qui ont commencé à diversifier leurs partenaires. Même le Gabon dont on a parlé là. Le Gabon, vous regardez, j'ai dit le premier partenaire d'investissement c'est Singapour, les premiers partenaires économiques c'est la Chine, après c'est l'Inde, la France est loin derrière. Donc lui, il a fait déjà sa mue. Il n'a pas eu de tambour ni de trompette pour le faire. Et c'est des opportunités pour la plupart des pays africains. Il y en a qui ne le font pas avec fracas, mais quand vous regardez, il y a une vraie diversification des partenaires derrière. Et ça, la France est en train d'en subir, en tout cas, le contre-coup. Maintenant, derrière tout ça, même là où il y a la diversification, qui se fait un peu plus soft, ne pensons pas qu'il n'y a pas une jeunesse qui n'a pas la même vision que ceux qui y vont brutalement. Mais seulement c'est qu'il y a des chefs d'État qui contiennent ça encore. Sinon, il y a une déception qui est très forte sur la politique africaine de la France. Point final pour cette troisième convocation du tribunal de l'actualité. Merci, messieurs les juges, pour les angles de regard et d'analyse. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télé et également à la radio sur Watt FM. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.